Chers amis, bonsoir. C'est l'heure du best-of de RDRG, le seul JT de la culture. Interviews, critiques et chroniques, images et reportages. Revivez et revoyez le meilleur de la culture sous toutes ses coutures. C'est révoltant de constater l'opprobre dans lequel, depuis sa mort, et même un peu de son vivant, a vécu et vit Marcel Aimé, le mal aimé, hein, on peut le dire. Et vendredi, on fêtera le 100e anniversaire de sa naissance. Pas un mot. Il a rassemblé sur lui-même, sur la personnalité, des haines, des vindictes extraordinaires, celles de la droite comme celles de la gauche. Et pourquoi ? Puisque tout se pose toujours dans ce foutu pays en termes politiques comme ça. Ben parce qu'il a été sans pitié pour l'une comme pour l'autre. Mais la belle affaire, on s'en fout à la limite. Sans pitié pour l'une comme pour l'autre, donc rejeté par l'une et l'autre. Et c'est vrai qu'il a provoqué, c'est vrai qu'il y a des ambiguïtés chez lui. Mais enfin, on a quand même quasiment accusé d'avoir collaboré avec les Allemands, tout ça parce qu'il était viscéralement anticommuniste. Et il a fallu que le Conseil national des écrivains à la Libération le prenne sa défense et acte même qu'il n'avait pas commis le moindre acte de collaboration pour qu'il échappe, j'allais dire à l'échafaud, mais enfin en tout cas à l'épuration. Il n'était pas collaborateur, mais on l'a accusé d'avoir collaboré. C'était vraiment... Il a été victime de tous les préjugés politiques de l'après-guerre. Et par là même d'une censure. Et alors on finit par extrapoler et par fantasmer. Vous essayez de trouver aujourd'hui, j'en ai fait l'expérience, j'ai perdu ce temps rapide. Vous essayez de trouver dans une librairie le confort intellectuel, vous ne le trouvez pas. Les meilleurs libraires vous disent oui, on pense que ça va être édité au mois de mai. Mais c'est quand même extraordinaire, c'est quand même totalement inadmissible. Enfin, je pose la question à l'édition française. Bon, bref. Alors, un écrivain, j'ai dit, un esprit très libre, un des écrivains les plus originaux et les plus... Moi, je ne suis pas aimélâtre, mais enfin, quand même, les plus féconds du XXe siècle. Une œuvre considérable, une personnalité, une richesse considérable. Romancier. Alors, vous pouvez me demander est-ce que vous aimez bien poser ces questions ? Vous avez raison, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous aimez bien ? Parce que j'ai raison. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Silhouette du scandale, par exemple. Car on trouve en folio, c'est vrai, la plupart de ces œuvres, il faut lire La Jument Verte, La Vouivre, je ne sais pas ce que Frédéric pense de Uranus. Conteur, superbe, Les Contes du Chat Perché, c'est magnifique. Passe-Muraille, la traversée de Paris. Polémiste, satiriste, et c'est ça qu'on lui a jamais pardonné d'ailleurs, poète du fantastique, dramaturge, un théâtre divers, mais soit satirique avec Claire Ambart, Fidèle Boucher, des choses comme ça. Ça, c'est que des tubes, là, ce que vous dites quand même. Hein. Eh ben, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est que des tubes. Mais vous, qui les lit ? On se retrouve pour mon interview portrait. Aujourd'hui, Barthabas, qui ouvre son académie du spectacle équestre dans les grandes écuries du château de Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant d'en parler, je vais vous rappeler comme ça quelques phrases que vous avez prononcées sur le cheval et sur vous, et je vais vous demander de les commenter. Vous dites par exemple, je ne suis pas l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, mais celui qui les écoute. Ah oui, parce que c'est un peu paradoxal, faire du théâtre avec des animaux qui ne parlent pas, comme tous les animaux, ça demande d'autant plus d'écoute. Et en plus, je pense que les chevaux m'ont appris une multitude de choses, mais si je devais en choisir une, ce serait ça. Ils m'ont appris à écouter. Et je pense qu'en ce début du XXIe siècle, c'est important, parce que tout le monde parle, tout le monde a accès à l'expression, mais personne ne s'écoute, je pense. C'est vrai. Alors vous dites, avec les chevaux, la technique n'a de valeur que si derrière il y a une vraie histoire, une émotion. C'est comme avec les gens. Donc vous arrivez à créer avec les chevaux une vraie relation ? Bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'échelle. La technique est indispensable, mais il n'y a pas d'échelle. Par exemple, pour moi, monter à cheval, c'est facile. Courir le 100 mètres, c'est plus difficile. Pour Carl Lewis, ce serait peut-être le contraire. Donc ce qui compte surtout, c'est la qualité de la relation, ce qu'on apprend par soi-même, en fait. Vous savez, le cheval, je dis toujours, est comme un miroir. Hein. Il vous renvoie votre image. Voilà, il vous renvoie ce que vous avez été capable de construire avec lui. Ouais. Vous dites, le cheval, quand vous le montez, il devient une partie de votre corps.
Oui, bah ça c'est le phénomène, c'est ce qui est très important dans l'art équestre, c'est qu'on est sur un animal et donc on communique par... Enfin moi je dis qu'au niveau on communique par l'esprit, quoi. C'est-à-dire que le corps s'est tellement habitué, les codes se sont tellement construits qu'on pense à un mouvement, le cheval l'exécute, donc quelque part il devient un prolongement de soi-même. C'est vrai que c'est le seul animal avec qui on fait ça finalement. Bah oui. Non mais c'est vrai, moi j'y pense souvent quand je suis sur le dos d'un cheval, je me dis ça, je me dis que c'est le seul moment où on est sur une autre bête, quoi. Voilà, et puis on communique par le corps, quoi. Ouais, ouais, c'est juste. Alors, j'ai vu parfois dans le regard d'un cheval la beauté inhumaine d'un monde avant le passage des hommes. Oui, ben, ce que ça veut dire, c'est que bon, c'est des préoccupations que j'ai beaucoup maintenant. Je me dis depuis le temps que je travaille avec des chevaux, parfois quand je croise leur regard le matin tôt aux écuries, je me dis, bon, ils te regardent d'une manière... il dit, bon, toi tu t'excites avec tes petites choses sur terre, tes petits spectacles, etc. Ouais. Et ils ont l'air de dire c'est peut-être pas ça le plus important. Ouais. Et qu'on soit croyant ou non, on peut dire que l'homme est le dernier animal créé sur terre. Donc quelque part, le cheval, entre autres, est plus proche des origines, donc plus proche de l'instinct. C'est vrai. Alors, ça c'est très intéressant aussi. Faire asseoir un cheval, rien de plus facile. Mais faire qu'un cheval ait envie de s'asseoir, c'est ça qui est beau. Oui, c'est pas exactement ça. Disons qu'on parle d'art équestre dans la mesure où il ne s'agit pas d'apprendre à un animal à faire un mouvement. Ça, vous pouvez le faire avec un caniche ou un éléphant. Bon, vous lui donnerez un sucre ou un bout de salade ou un bout de viande pour un tigre, j'en sais rien. S'il a bien fait. Pour les hommes, c'est pareil. S'il travaille bien, il a un bon salaire. Là il s'agit surtout de travailler sur la qualité du geste, quoi. C'est pas tellement apprendre un geste, c'est le restituer avec émotion, quoi. En ça, on peut parler d'art équestre. Ouais. Et justement, alors on va parler d'art équestre. Vous êtes ici pour l'ouverture de l'Académie du spectacle équestre dans les grandes écuries du château de Versailles. Alors d'abord, l'endroit, dessiné par Mansart, réhabilité, ça va l'être, mais vous voulez conserver un côté un peu décrépit, comme au Bouffe du Nord. Oui, bah, c'est-à-dire que l'idée avec Patrick Bouchin, qui est mon architecte avec qui on a construit le théâtre Zingaro à Aubervilliers, c'est pas du tout d'essayer de reconstituer, mais plutôt de trouver un esprit. Et en fait, à Versailles, on s'est aperçu très souvent qu'à l'époque, on appelait ça des constructions éphémères, sauf que éphémères, à l'époque, c'était quand même avec des charpentiers. Mais il y a eu beaucoup de choses comme ça, des granges éphémères, des décors éphémères. Et donc, c'était essayer de reconstituer ça plutôt que de vouloir rendre à ce lieu qui est quand même vide maintenant, quoi, et qui a été quand même maltraité depuis plusieurs siècles, d'essayer de le reconstituer d'une manière pas très intéressante. Donc, et ça va dans l'esprit de cette école, qu'il ne s'agit pas du tout de faire de la reconstitution historique. Hein, justement, mais ça servait à quoi pendant toutes ces années ? Oh bah ça a servi de beaucoup de choses, hein, de bibliothèque, de tennis, oui. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors justement, vous dites qu'il n'est pas question de faire de la reconstitution, etc. C'est vrai qu'il y avait un autre projet qui était en opposition avec le vôtre. Il y a eu beaucoup de projets. Il y a eu un projet particulièrement de l'écuyer Michel Henriquet, qui était soutenu par le cadre noir de Saumur et qui était beaucoup plus traditionnel que vous, je dirais, non ? Oui, pas vraiment soutenu par le cadre noir, justement. Mais, pas assez, apparemment. Mais oui, enfin, c'était... Non, si vous voulez, l'idée c'est de dire que le projet n'est pas du tout traditionnel dans le sens où l'équitation a beaucoup évolué, quoi. Bon, on pourrait en parler. Le XXe siècle est le siècle où l'homme a abandonné le cheval. Il est plus compagnon de guerre, plus compagnon de transport, plus compagnon de travail. Et je dirais même qu'en fin de XXe siècle, on peut dire que l'homme a abandonné le cheval aux femmes même. C'est-à-dire qu'il n'est même plus symbole de pouvoir, de puissance. Oui. Un gars qui veut frimer, il préfère la bagnole, voire l'avion s'il a les moyens. Je veux dire, donc, et ça va devenir d'ailleurs très intéressant. C'est-à-dire que je pense que les hommes comme les femmes vont maintenant chercher dans le rapport au cheval autre chose que la puissance, la représentation, quoi. Mais alors, en ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que entre autres, à travers le spectacle, bon, j'ai vu cette nécessité on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport à Zingaro, mais l'autre notion aussi intéressante, c'est en cela c'est traditionnel, parce qu'il y a eu effectivement le siècle d'or, on pourrait dire, de l'art équestre qui s'appelait l'école de Versailles, qui était à l'époque de Louis XIV. Mais justement, il faut bien voir qu'à cette époque-là, ça s'adressait à des gens, bon, sauf que c'était pas tellement démocratique, mais ça s'adressait à des gens qui avaient justement une formation artistique. C'est-à-dire que l'équitation faisait partie, au même titre que la musique, que la danse. N'oubliez pas que Louis XIV était un grand danseur professionnel. Je veux dire, il avait le niveau d'un danseur professionnel. Donc c'était des gens qui s'intéressaient aux autres arts et entre autres à l'équitation. C'est pour ça qu'il y a eu une époque d'apogée à ce point-là. Plus tard, c'est devenu l'équitation militaire, la chair à canon pour les charges de cavalerie napoléonienne, où il fallait former très vite des cavaliers pour aller se faire descendre sur les champs de bataille. Et donc l'équitation a dégénéré dans un certain sens, quoi, à cause des militaires justement. Donc en ce sens-là, c'est quelque part assez traditionnel, puisque l'originalité de cette académie, c'est en ça elle est complètement nouvelle.
c'est de dire que elle s'adresse à des gens qui ont déjà des très bonnes bases équestres, mais justement de les éveiller à d'autres arts. C'est-à-dire que un tiers du temps sera le travail des chevaux, public, et l'autre tiers, l'école est fermée, et elle sert pour les élèves à travailler le chant, la danse, l'escrime. Donc justement, pas forcément pour en faire des chanteurs ou des danseurs, mais pour les éveiller un peu. Voilà, parce qu'on peut dire que le milieu du cheval est quand même un milieu avec œillère. Mais bon, en ça, c'est pas très original, parce que tout conservatoire ou toute académie de théâtre ou de danse travaille aussi le chant, d'autres disciplines accessoirement. Quoi. Bien, alors les visiteurs du château pourront assister au travail des chevaux le matin. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est pas des cours, c'est-à-dire que les écuyères vont travailler leurs chevaux. Vous dites les écuyères, oui, parce que vous prendrez plutôt des femmes. C'est-à-dire que, en fait, on peut en 30 ans, c'est assez sociologiquement, c'est intéressant. Dans 30 ans, on est passé le monde des équitants, c'est-à-dire tout rapport avec le cheval, qu'il soit professionnel, amateur, tourisme. On est passé de 70% d'hommes à 30% de femmes il y a 30 ans. À maintenant 85% de femmes et 15% d'hommes. Pour ça, je vous disais que l'homme a abandonné le cheval aux femmes. Et donc, pour être un peu en phase d'abord avec ce phénomène, j'ai souhaité faire, et puis en plus par provocation un peu par rapport aux autres écoles. On vous connaît. En tous les cas, donc, ce centre sera ouvert à la création contemporaine, et quand on vous pose la question, vous dites, oui, Louis XIV, il faisait travailler Lully, Molière, qui étaient des contemporains. Voilà, c'est un des éléments qui m'a décidé à ouvrir cette école à cet endroit, c'est la rencontre avec Hubert Astier, qui est le directeur du conservateur de l'établissement de Versailles, qui tout de suite m'a expliqué que sa politique à Versailles était justement d'essayer de développer le côté culturel et pas dans le sens comme ça se fait dans tous les châteaux, de la reconstitution historique, du son et lumière, etc. Pas trop de naphtaline, plutôt de la vie, ça ouvre quand alors ? Eh bien, ça ouvre en 2003, en février 2003. Ah oui, dans un an, quoi. Voilà. Il faut avoir 18 ans, hein. Entre 18 et 26 ans. Voilà, et il faut avoir donc déjà une certaine pratique de l'art équestre. Oui, un bon niveau. Un bon niveau, voilà. Alors, ça, c'est Versailles, bravo, parce que c'est quand même... Non, mais... Bon, vous savez, pour moi, c'est surtout le résultat d'un questionnement depuis presque 20 ans. C'est depuis 20 ans, avec le Théâtre Zingaro, je m'aperçois que je suis obligé de former mes propres cavaliers pour cette raison, parce qu'il n'y a pas d'école qui forme... on a un peu créé une forme de spectacle qui n'existait pas, on pourrait dire, d'une certaine manière. Et donc, un chorégraphe ou un metteur en scène, lui, peut se servir dans les écoles. Oui, mais en tous les cas, de la part des gens qui vous ont choisi, ça prouve une belle ouverture d'esprit, je trouve. Bien sûr. Vraiment, sérieusement. Je sais que je ne suis pas si pour grand-chose, mais Catherine Tasca a milité pour vous. Et c'est vrai que ça vous met vous à cet endroit-là, je trouve que ça prouve que tout n'est pas figé, tout n'est pas complètement réactionnaire. Voilà. Donc, à part ça, il y a toujours le cirque Zingaro au fort d'Aubervilliers. Théâtre Zingaro, au fort d'Aubervilliers, 1100 places, combien de chevaux, 35, c'est ça, non? En ce moment, 65, parce qu'il y a tous les chevaux du prochain spectacle. Parce que ça, c'est un élément aussi important de l'Académie. Une des raisons qui m'ont décidé à le faire, c'est que de plus en plus, on a ce problème-là. C'est-à-dire qu'à chaque spectacle, maintenant, j'essaie de faire un bond très différent. Et c'est un gros investissement de travail. Par exemple, là, il y a 20 chevaux qui ont été formés spécialement pour triptyque, qui sont encore de jeunes chevaux, qui ont déjà un investissement de travail énorme et que je ne pourrais pas réutiliser dans la prochaine création. Et donc, l'Académie va aussi servir à pouvoir utiliser ces chevaux, parce que j'ai beaucoup de mal à me séparer aussi de mes chevaux. Donc, comme ça leur fait aussi un débouché. Alors, c'est une histoire incroyable, le Théâtre Zingaro. Un jour, en 89, vous allez voir le maire Jacques Rallit, le maire d'Aubervilliers, avec une maquette sous le bras. Vous dites, voilà, j'ai repéré un terrain vague. Est-ce que je pourrais m'installer là? Et puis au départ, c'était provisoire, c'était pour 6 mois. C'était pour 6 mois. Et puis vous êtes resté. Oui, ça fait 13 ans, je crois qu'on est. Enfin, Zingaro existait déjà depuis 4-5 ans, mais je reconnais que le maire... Enfin, moi, je travaille beaucoup comme ça. C'est-à-dire que j'ai dit, j'ai jamais attendu ni les nominations, ni les subventions. Il y a un moment où il faut faire les choses, il faut les faire. Et donc, ça doit passer comme ça. Tout. C'est passé. Mais c'est vrai que vous nous avez fait vivre des moments extraordinaires. Moi, je me souviens la première fois que je suis allé, c'était vraiment un des plus grands chocs de ma vie. On est rentré, il y avait la paille, il y avait le lustre immense, il y avait le fameux vin chaud conservé dans les samovars qu'on buvait dans les petites tables. Et puis vous avez eu cette réaction qui est tout à fait bien. Vous avez dit, attendez, il faudrait quand même pas que le Théâtre Zingaro, ça devienne l'endroit où on va boire du vin chaud. Ça devenait un peu caricatural le truc. Parce que je donnais pas de titre à mes spectacles. On a fait 3 créations qui étaient assez différentes dans le contenu, mais la forme était la même. Et c'est vrai que ça devenait un peu, c'est le spectacle où on boit du vin chaud, il y a des chevaux. Et j'aurais pu devenir le Lido du théâtre équestre. C'est ça, ouvrir des dans le monde entier. D'ailleurs, on m'a proposé à Las Vegas, partout, d'ouvrir des trucs. Et bon, c'est pas du tout mon truc. Moi, ce que j'aime bien, c'est avancer dans ma recherche. On va regarder le spectacle triptyque Magnéto.
Triptyque donc au théâtre Zingaro. Alors la troupe habite dans des caravanes autour du théâtre et vous dites c'est pas le genre de boulot où on peut bosser, rentrer après à la maison quoi, il faut. Oui, disons que j'ai toujours dit que pour moi le théâtre c'est une aventure de vie avant tout. On n'est pas artiste pendant 1h30 et quelqu'un d'autre pendant la journée quoi. Donc moi je ferais pas ce métier-là si c'est pas de cette manière-là quoi. Ça m'intéresse pas d'aller faire des mises en scène à droite à gauche. Donc ça doit se vivre au jour le jour. En plus il y a le fait de travailler avec des chevaux, ça c'est un peu comme dans les campagnes, on a besoin de vivre à côté des animaux parce que c'est un peu comme des enfants, il faut s'en occuper 24 heures sur 24. Pas de vacances comme on dit à la campagne. Oui, puis je dis toujours aux gens de ma compagnie, vous avez choisi de travailler à Zingaro, les chevaux on a choisi pour eux, donc on leur doit encore plus de respect. Sympa avec eux. Ça va être pareil à Versailles, vous cherchez un endroit pour mettre des caravanes aussi? Les élèves seront en caravane sur un terrain, oui, parce qu'en plus j'appelle ça un peu une compagnie école, parce qu'il ne s'agit pas seulement de former de la technique, de former de l'artistique, mais aussi donner un esprit aux gens, quoi, un esprit de vie, un esprit de... Ça, c'est bon. J'ai l'intention de un peu réinventer de nouvelles formes d'école aussi, parce que moi j'ai jamais eu d'école, jamais suivi d'école, je veux dire, je suis un peu un autodidacte, alors ça m'intéresse. Alors, il y a un côté comme ça, donc tout le monde vit ensemble, et vous avez tous des pseudos. Vous, on vous appelle Bartabas, votre vrai nom c'est Clément Marty. Vous êtes né en 57, et votre premier contact avec les chevaux, c'est vrai, c'était sur un champ de course? Non, c'est pas... Non. C'était comment? Non, parce que vos parents... J'ai commencé à travailler dans les courses, oui. Mais je sais pas, j'ai monté à l'âge de 8 ans, un truc comme ça. J'ai pas vraiment j'ai toujours d'où il y a ma passion des chevaux, il faudrait demander à un psychanalyste et je cherche pas à le faire. C'est bizarre parce que votre père était architecte, votre mère médecin, donc a priori, bon voilà, c'était pas... Oui, c'est pour ça que c'est une passion, les passions ça s'explique pas. Hein. Vous vouliez être jockey quand vous étiez petit? Entre autres, oui. J'ai grandi après. Il veut mieux être entraîneur, là, oui, c'est vrai. Alors, entraîneur, je voulais aussi, puis j'ai arrêté vite parce que j'ai compris que fallait plus entraîner le propriétaire que le cheval. Quoi. Et puis vous avez eu un accident de mobilette, vous étiez passager, vous êtes cassé les 2 jambes, c'est ça aussi qui vous a calmé sur le... Non, mais disons que ça m'a permis de... Non, c'est une étape de la vie, les hasards de la vie, comme je dis toujours. Moi, je crois beaucoup au hasard, donc les choses vous amènent à faire les choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de... On tourne autour du hasard, hein, donc on le rencontre quand... Oui, on tape sur des murs, on passe à côté, puis au bout d'un moment on arrive quelque part. C'est comme un labyrinthe, quoi. Si on veut. Et alors, donc, vous avez créé en 76 une première troupe, vous aviez 19 ans à l'époque, 100 chevaux, hein, c'est une troupe de théâtre, donc vous avez joué au Chapeau Rouge. Théâtre emporté. Voilà, théâtre emporté, Chapeau Rouge à Avignon. Et puis après, des spectacles de rue, vous avez fait beaucoup de... Oui, en même temps, on a beaucoup travaillé dans la rue, j'ai commencé dans la rue en fait. Et ça m'a appris des choses, parce que ça m'a appris... Ça, c'est une philosophie que je garde toujours, quoi. C'est de dire, quand on fait du spectacle vivant, on peut pas être poète maudit, quoi. On peut pas dire, moi je suis génial, le public est con, il a rien compris. Là, ça vous oblige d'aller... C'est-à-dire qu'il doit se passer quelque chose pendant 1h30, quoi. C'est ce qu'il y a de plus dur, ça d'être dans la rue et d'attirer l'attention des gens. Voilà, donc ça veut pas dire qu'il faut faire des concessions sur ce qu'on a envie de dire. Mais par contre, et pour moi c'est ça le sens de la mise en scène, on doit se soucier que l'émotion passe, que les gens comprennent ce qu'on veut dire, quoi. Donc ça pour moi c'est indispensable. À l'époque, vous avez craché du feu? Non, moi je crachais pas du feu. Mais non, il y en avait qui le faisaient. Alors après, vous avez cofondé un cirque qui s'appelait le Cirque Aligre. C'était quoi ça? On a beaucoup écrit là-dessus sur Zingaro, un peu le fer de lance du nouveau cirque entre guillemets, et ça je suis pas du tout d'accord. Mais par contre c'est vrai que le cirque Aligre ça a été un élément très important qui a influencé beaucoup, surtout en Espagne, la Furia del Baos, les Comedians, tout ça c'est des gens qui ont éclaté en voyant le cirque Aligre un petit peu, quoi. On n'a jamais joué à Paris, c'était une expérience assez courte qui a duré 4 ans, très forte, et qui m'a beaucoup appris de choses, c'est-à-dire qui m'a appris notamment que le cirque n'était pas un art majeur dans la mesure où c'est un assemblage de différents artistes c'est un programme si vous voulez. Et il s'est passé comme un groupe de rock, c'est-à-dire qu'on était 5 personnalités fortes qui ont fait un spectacle génial et qui n'ont jamais été capables d'en faire un deuxième, parce qu'en fait chacun avait ses intérêts, l'un les chevaux, l'autre les rats, l'autre le trapèze, etc. Et bon, on s'est réunis ensemble, on n'a jamais pu mettre un 6e comme les groupes de rock, quand tu veux en rajouter un, il faut toujours rapporter. Ça a été dur quand il y en a un qui meurt dans le rock, c'est insupportable. Alors, ceci à Ligre, est-ce que c'est un petit peu le moment où il y a une espèce de retour à l'humilité dans le cirque? Parce que moi, le sentiment que j'ai eu quand je suis allé la première fois au théâtre Zingaro, c'est un retour à l'humilité. Il y avait des poules qui marchaient autour, il y avait des ânes, il y avait des oies, il y a quelque chose comme ça de très... Par opposition à... c'était très provocateur. Par opposition à Pinder, à Medrano, tout ça, à Barnum. Cirque Aligre, ça a donné la Furia del... tout ce Archaos, tout ça, enfin une espèce de c'était ce que j'appelais la provocation amoureuse, quoi. C'était un peu en réaction par rapport au cirque pour les enfants. C'est ça, voilà. D'accord. On se cassait à faire un spectacle, donc on faisait toujours une espèce de parade assez provocante, assez brutale, assez violente. Et les gens qui passaient le pas, en fait, il y avait beaucoup d'humour, mais il fallait passer ce pas-là pour rentrer dedans, quoi. Alors après, vous êtes allé
à Nîmes, hein, vous avez vécu en Camargue, enfin votre troupe était j'ai eu une période tauromachique où j'ai voulu torer à cheval. Oui, absolument. Et non, mais à un moment, ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment, c'était Bousquet à l'époque qui était le maire de Nîmes, et à l'époque, vous avez vécu dans les arènes de... Ça, c'était au début de Zingaro, c'est une belle histoire, parce qu'en fait, on a répété le tout début de Zingaro, on a répété chez Simon Casas, qui était le directeur des arènes de Nîmes à l'époque, et maintenant à nouveau d'ailleurs, et dans sa propriété comme ça à Bellegarde, et puis on a commencé au festival de Sigma Bordeaux, là où c'était arrêté à Ligre d'ailleurs, auquel je serai toujours redevable, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu vraiment démarrer. Et ensuite, on avait un trou de 4 mois avant d'aller. Le contrat suivant était à Madrid 4 mois après. Et donc, j'ai appelé Bousquet. J'ai dit voilà, on cherche un terrain où stationner. On débutait complètement. Et lui, c'est pas dégonflé. Il m'a donné les clés des arènes. C'est insensé. Et on a vécu dans ce qu'on appelait notre HLM romain pendant 4 mois. C'est insensé. Et vous avez participé aux cérémonies du mariage de Mourouzi. C'est pas ça qui vous a quand même fait connaître, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui étaient venus de Paris et des médias. Vous savez, Zingaro, c'est un travail c'est un travail de long terme. Moi, je dis c'est une vie. Hein, donc, il n'y a pas de moment. Moi, je suis contre la notion de dire souvent les artistes, j'ai galéré, puis un jour on m'a téléphoné, puis ça a démarré. Non, pour moi, peut-être les plus beaux moments de ma vie, c'est même c'est les tout débuts, quoi. Parce que, et pour moi, il y a toujours la même énergie, quoi. Sauf qu'avant, il fallait galérer pour trouver 10 000 balles, maintenant pour trouver 1 million de francs. Mais l'énergie est la même, en fait. Le jour où tu as plus ce moteur-là, ce petit cheval dans la tête, c'est terminé. On continue, merci. Avec notre coup de cœur pour Lâcher les chiens de Vence et Van Ham. Cette 15e aventure de 13 célèbre leurs 18 ans de carrière de l'amnésique le plus mémorable de l'histoire de la BD. Karine Roy est allée retrouver les souvenirs du futur Magnéto. À 63 ans, le flegmatique Jean Van Damme, c'est un peu le Paul Sulitzer de la BD. Torgal, Largo Winch, Les Maîtres de l'Orge, 13 et même les derniers Black et Mortimer, tous ces scénarios deviennent des best-sellers. Lorsqu'il est en promo, comme ici pour le 15e album de 13, c'est une vraie star, adulée par des milliers de fans. Heureusement, ce sont des fans calmes. Nous sommes là, j'ai dit, nous ne sommes pas des acteurs de cinéma, nous ne sommes pas non plus des chanteurs de rock. Donc je crois que personne ne va me déchirer ma chemise, j'espère que non, parce que je n'en ai qu'une de rechange. Et pourtant, pour la sortie de Lâcher les chiens, tiré à 150 000 exemplaires, son éditeur a même organisé un super coup de pub en réunissant les lecteurs les plus fanatiques autour d'une sorte de quiz où le grand gagnant voyagera à travers le monde sur les traces du héros mythique 13. Et oui, créée en 1984, la série est aujourd'hui culte. Pourtant, l'idée de départ est très simple. Un jeune homme amnésique se lance à la recherche de son identité. Alors, quelles sont les raisons d'un tel succès ? L'amnésie, ça permet, je dirais, au lecteur de découvrir les choses exactement en même temps que le personnage. Sauf que ce qu'il découvre n'est peut-être pas la vérité. Et la série est devenue finalement beaucoup plus un jeu entre les lecteurs et nous, les auteurs. Eux vont se demander, oui, mais quelle ficelle va-t-il encore tirer ? Et moi, j'essaye de jouer en disant, bon, il s'imagine que je vais tirer telle ficelle. Quelle ficelle pourrais-je tirer à laquelle il ne s'attend pas ? En fait, 13, c'est une vraie BD interactive qui s'adresse à toutes les générations, férues d'aventures spectaculaires. C'est fait pour monsieur tout le monde, quoi. Complique pas la vie des gens avec des grands mots, de tout ça. Agrégé d'économie politique, Jean Van Damme est passionné par les intrigues et stratégies gouvernementales. La force de 13, c'est aussi ses allusions caustiques à des faits réels. L'assassinat de Kennedy, le macartisme, la guerre du Vietnam. J'aime bien évoquer ce que j'appelle les traumatismes américains. J'ai tendance à dénoncer l'abus de pouvoir. Et je crois que le lecteur, eh bien, ça lui fait plaisir, un peu comme à Guignol, de voir que le pouvoir encaisse une petite fessée au passage, même si c'est sur le biais d'une bande dessinée. Et puis en vieux briscard, le dessinateur et le scénariste de 13 ne communiquent que par courrier ou par Internet. Le premier habite en Espagne, le second en Belgique. Leur duo est tellement rodé qu'ils n'ont même plus besoin de se rencontrer. Il envoie le scénario en entier, que je crois que c'est un des scénaristes, peut-être un des seuls qui le fait. Je sais ce qu'il aime bien dessiner et ce qu'il n'aime pas dessiner. Alors après, c'est à moi de faire l'album, dessiner, réaliser et tout. Donc on travaille l'un après l'autre et non pas l'un à côté de l'autre, la main sur l'épaule de son camarade, se penchant sur le dessin. On habite trop loin l'un de l'autre. C'est sûr, le 15e opus de 13 sera encore un best-seller. Jean Van Damme, lui, revient d'un tour du monde et il n'a même pas encore pensé à l'histoire de son prochain album. Non, je n'ai pas pris d'avance de ce côté-là, donc je dois commencer incessamment sous peu, dès que je me serai remis de mon décalage horaire. Interview, critique et chronique, images et reportages, revivez et revoyez le meilleur de la culture sous toutes ses coutures. On se retrouve pour mon interview portrait
Aujourd'hui, Didi Bridgewater pour la sortie de son nouveau CD This Is New. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, c'est un album qui est composé de morceaux écrits par Kurt Weill. Hein. Oui, exact. Alors, avec entre autres la mythique Alabama Song, avec September Song et Bilbao Song. On regarde Magnéto. I don't know if it would have brought you joy or grief, but it was fantastic. It was fantastic. It was fantastic beyond belief. Didi Bridgewater, donc Bilbao Song, extrait de This Is New, son dernier album. Alors les arrangements sont de Cecil Bridgewater, Oui. votre premier mari, Exact. qui avait déjà écrit les arrangements de Dear Ella. Yes. Et en effet, avant de parler du nouveau disque, on va quand même dire un mot de ça. Vous venez de passer 4 ans à rendre hommage à Ella Fitzgerald. Exactement. Quand elle est morte, vous avez ressenti un grand vide. Et finalement, vous avez été surprise qu'il y ait aussi peu de gens qui lui rendent hommage d'une certaine façon. Oui. Ça m'a vraiment étonnée parce que pour moi et pour beaucoup de gens, c'était une très, très grande dame. Et moi, j'attendais des hommages à droite, à gauche et finalement, il n'y avait rien. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, et ça m'a spécialement étonnée parce que ma maison disque, Verve Records, Bien sûr. était fondée par son manager pour Ella Fitzgerald. Ah ça, je savais pas. Oui. Ah oui, c'était fondé pour elle, Verve. Oui. Ah oui. Oui, Verve. Et Verve n'a pas fait Et grand-chose. Verve n'a pas fait. Enfin, par grand-chose. dire Ella. Voilà. Donc, voilà. Moi qui arrive, la stupide. Non, pas Qui du tout, dit, c'est très bien. Oh, je vais le faire. C'est un disque à acheter aussi, dirait. Alors, pour revenir à Kurt Weill, en fait, vous avez découvert ça en Pologne, dans l'an 2000, vous êtes invité au centenaire de la naissance de Kurt Weill, et là, vous arrivez, vous êtes émerveillé par les chansons qui sont en général tirées de comédies musicales ou d'opérettes, et qui racontent des histoires, en fait, et qui se prêtent beaucoup à la dramatisation dans l'interprétation. Et ça vous a, d'un seul coup, vous avez eu un choc, quoi. Oui, c'est vrai. En plus, les 4 autres femmes avec qui j'ai fait cet hommage en Pologne étaient des Polonaises. Donc, elles chantaient soit en polonais Ouais. ou en allemand. Et Ouais. j'ai rien compris, mais c'était avec l'émotion. Mais vraiment, Thierry, j'étais transportée. Ouais. Je me suis dit, mais comment c'est possible que un compositeur peut écrire tellement de compositions, des chansons qui peut être exprimées dans une telle façon. Et une telle différence, pour moi, c'est un signe d'un très grand compositeur, parce que je connaissais très peu de lui avant. Oui, mais là, alors elles sont presque toutes de lui. Certaines, les paroles sont de Bertolt Brecht, évidemment, mais pas toujours. Non, pas Il y a, toujours. voilà, beaucoup d'auteurs et un seul compositeur qui est Kurt Weill. Hein. Oui, donc moi j'avais choisi les thèmes qui sont contenus dans l'album pour montrer un peu un autre côté de Kurt Weill, parce qu'on a une image de lui qui est un peu sombre, un peu noir, un peu... Oui, Mac the Knife et oui, tout ça. oui. Donc la plupart de ses compositions ont été écrites après qu'il s'est installé aux États-Unis. Et donc il a travaillé avec Ira Gershwin, Alan J. Lerner. Il y en a une dont les paroles sont d'Ira Gershwin. Oui. Maxwell Anderson et Ogden Nash, qui ont été des auteurs des comédies musicales aux États-Unis. Alors, on va parler un petit peu de vous. Oh non. Votre vrai nom, C'est votre vrai nom, c'est Denise. Oui. Denise Garrett. Yes. Denise, c'est pour ça qu'on vous appelle Didi, j'imagine. Denise, non, comment on dit? Bah non, on dit Denise. Denise. Ah On oui, on dit dit comme en Denise. français. Pas tout à fait, presque français. Presque comme en français. Ouais. Alors, vous êtes né à Memphis, Tennessee, Oui. qui est le berceau du rock and roll et de la soul music. Mais Yes. vous, en fait, sur votre berceau, se sont plutôt penchés les fées du jazz et du blues. Hein. Exact. Parce que votre père, c'est le trompettiste Matthew Garrett, Oui. hein, qui était prof de musique, c'est ça, votre père? Hein? Oui, bah dites donc, vous avez fait des recherches. Bien sûr. Mes compliments, Bien monsieur. sûr, il était prof de musique. Oui. Et puis l'été, il allait accompagner Dinah Washington. Exactement, Dinah Washington et aussi Rufus Thomas. Ouais, ah oui. Hein, le bluesman. Rufus Thomas. Oui. Ah, j'adore. Oui.
Très bien. Et votre mère écoutait Ella Fitzgerald. Yes. Et quand elle était enceinte, et vous dites, je savais scatter avant de savoir parler. Hein. Oui, c'est ce qu'elle me dit, elle jure toujours que c'est la vérité. Ouais, ouais. Et maintenant, je pense que peut-être il y a de vérité dans ce qu'elle dit parce que j'ai jamais appris à scatter. J'ai toujours savé faire du scat. Naturellement. Naturellement. Ouais. Et je pense que toutes les chanteuses de jazz faisaient du scat. Ouais. Et ça m'a étonnée. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le scat, parce que tout le monde ne sait pas, c'était Ella Fitzgerald était une grande spécialiste du scat. Alors faites-nous un petit bout comme ça pour voir. C'est la syncopation de voix, des sons, des syllabes. Voilà. C'est génial. Oui. C'est utiliser sa voix, sa bouche comme un instrument, d'une certaine façon. Voilà. Alors, à l'âge de 7 ans déjà, vous disiez plus tard, je serai une grande chanteuse. Et vous disiez à vos parents, une grande chanteuse internationale, et je vous achèterai une maison. Ce que vous avez fait à la fin des années 70 avec l'argent que vous a rapporté votre plus gros tube, qui est cette chanson que vous avez enregistrée avec Ray Charles qui s'appelle Precious Thing. Alors racontez-nous un peu comment vous avez rencontré Ray Charles et comment est venue l'idée de la chanson. C'est une longue histoire, mais très brièvement, on m'a demandé de faire l'ouverture pour lui, pour ses concerts qu'il a donnés en 87 au Palais des Sports. En même temps, moi, je faisais le spectacle Lady Day au Théâtre Gymnase Marie-Belle. Donc, pour faire l'ouverture, moi, j'avais cette idée que la première partie d'un concert, c'était là pour chauffer le public. En attendant l'arrivée de la grande vedette. Donc, j'ai fait un programme assez éclectique, mais le but avec ces chansons était pour chauffer le public. Et Ray Charles, il a beaucoup apprécié ça. Par la suite, c'était un monsieur qui était mon producteur pendant Jean-Pierre Gross, qui a suggéré à Ray Charles de faire un duo avec moi. Moi, j'étais vraiment sur mes petites fesses. Je dis, mais il a perdu la tête, ce monsieur Gross. Et curieusement, Ray Charles a dit, si vous me trouvez la bonne mélodie, une bonne texte, pourquoi pas? Voilà. Je voulais vous faire raconter parce que c'est vrai que c'est... 2 ans ça a pris quand même. Alors la mélodie, c'est Papa Diamandis, qui écrit souvent les chansons d'Eddie Mitchell, qui avait de très très belles mélodies pour Eddie Mitchell. Et le parolier, c'est Ronnie Bird, qui était une idole de nos années 60, qui avait les cheveux comme ça, Ronnie, qui est Ronald Mehu, qui maintenant vit à New York d'ailleurs. Voilà. Il fait les paroles, et c'est un succès énorme qui vous a permis d'acheter une maison à vos parents et de tenir votre parole d'enfant. Voilà, c'est toujours important ça. Voilà. Alors, vous dites une grande chanteuse internationale, mais enfin c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, vous commencez par être chanteuse dans des clubs de jazz, dans la région de Detroit, où votre famille avait déménagé. C'était dur, non, j'imagine, cette vie de club? Non, c'était pas dur. Non, c'était plutôt... féerique pour moi parce que d'abord pour un enfant de pénétrer un club à 16 ans et on est toujours mineur à 16 ans. C'est pour ça, C'était une sorte de rêve pour moi de voir comment les adultes se portent le soir dans un club. Moi, j'étais obligée de rester dans la cuisine avec les cuisinières et puis les boss boys. Et puis, au moment où il fallait chanter, mon père, qui faisait mon chaperon, je ne sais pas comment on dit ça en français. Chaperon. Ouais. Donc, il était mon chaperon, il est venu... Et puis c'est lui qui vous emmenait sur scène et qui vous ramenait après dans la cuisine. Et qui restait avec moi, obligatoirement. Alors à cet âge-là, comme vous habitez à Flint, dans le Michigan, dans la pas région loin de Détroit. Détroit, c'est la ville des moteurs, c'est Motortown, c'est donc l'endroit où est née la Motown, la Tamla Motown, avant de s'installer à Los Angeles. Et alors là, vous allez faire une audition à l'âge de 16 ans à la Motown, et on vous dit... Il faut attendre d'avoir 18 ans parce qu'on a eu plein de problèmes avec Stevie Wonder qui était trop jeune. Et alors, ça casse votre envie en fait. C'est-à-dire que votre envie de variété, parce que vous seriez allé peut-être vers la variété, ça casse votre envie de variété parce que vous ne voulez pas attendre. Et vous non, je ne voulais pas attendre. Et puis, j'ai dit à mon père
que de toute façon, moi, je ne veux pas signer avec Motown, moi, je veux signer avec Capitol Records parce que c'était là où Nancy Wilson a été signée. D'accord. Et c'était Voilà. mon idole. Ah, d'accord. Et voilà comment vous avez échappé à Berry Gordy Oui. et à ses amis. Voilà. Alors, vous étiez très influencé, vous chantez du jazz, très influencé par les trompettistes, hein, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous utilisez un petit peu votre voix comme une trompette, hein, d'une certaine façon. Hein. Et là, en 70, vous vous mariez. Premier mariage, il y en a eu 3. Premier mariage avec Je Cécile. ne savais pas que c'était ma vie. Eh oui, c'est votre vie. Cécile Bridgewater, Oui. qui a fait les arrangements de This Is Oui. New, d'ailleurs, de Yes. Girella. Donc, vous le suivez à New York parce qu'il est engagé par Horace Silver, c'est Oui. quand même énorme. Et là, alors là, vous allez chanter avec les plus grands, avec Sonny Rollins, avec Dexter Gordon, Dizzy Gillespie. Donc Oui. Voilà, donc là, c'est extraordinaire comme Non, destin. j'ai eu un début de ma vie d'adulte assez chanceuse. C'était vraiment quelque chose. Je crois que j'ai même pas réalisé Ouais. l'importance de toutes les choses Bah que oui. j'ai fait. Mais là, quand on cite ces 3 noms, là, c'est Bah quand oui, même... oui. C'est surréaliste de vous retrouver en train de chanter Oui. avec ces gens-là, quoi. Alors là, bon, après, deuxième mariage, avec un metteur en scène qui s'appelle Yes. Gilbert Moses, hein, qui est le père de China. Oui. Comment elle va d'ailleurs, votre fille? Elle va très bien, elle travaille sur son 3e disque. Oui, elle a du talent aussi. Oui, hein. merci beaucoup, Ah, oui, bien Thierry. sûr. Alors lui, bon, le malheureux est mort en 95 d'un cancer. Hein. oui. Et c'est là d'ailleurs que votre fille, c'est pour ça que je dis ça, votre fille s'est lancée dans l'R&B à ce moment-là, parce que jusque-là, bon, elle n'est pas trop en vie. Puis là, elle est partie à ce moment-là, au moment de la mort de son Oui, père. c'est-à-dire que pendant qu'il était malade, je voyais qu'elle avait beaucoup de mal à s'exprimer. Donc un jour, je lui ai demandé d'écrire ses sentiments sur papier. Donc elle est venue, 1 heure après, elle m'a donné un bout de papier et il y avait un poème qui était écrit. Et quand j'ai lu le poème, je lui ai dit, bah, China, c'est pas un poème, c'est une chanson. Donc, je lui ai mis avec un ami à moi, Jerry Lipkins, qui est pianiste, qui a un caractère assez doux. Et je lui ai demandé de travailler avec elle. Donc, les week-ends, elle partait chez lui, elle travaillait. Et puis, par la suite, Voilà. tout s'est arrivé Voilà. Mais voilà, par comme je hasard. raconte ça, quoi. voilà comment ça a commencé en fait. Oui. Grand malheur, la mort de son père, qui est la Ouais. cause finalement de son destin de Oui. chanteuse. Voilà. Alors, au milieu des années 80, vous divorcez. C'est donc là, on était en 95, on revient en arrière. Au milieu des années 80, vous divorcez d'avec Gilbert Moses et vous venez en France. Oui. Et en France, on vous connaissait en fait parce que votre première apparition, je crois, en France, c'était en 73 à Château-Vallon. Oui. Vous êtes arrivé à Château-Vallon, le crâne rasé, comme ça, comme une espèce de diva noire, festival de jazz de Château-Vallon. Tout le monde, vous avez scotché tout le monde vous connaissez depuis ce moment-là. Alors, pourquoi être venu en France à ce moment-là? Bah, je travaillais, je chantais avec un grand orchestre, le Thad Jones Lewis Orchestre. Donc, quand ils faisaient les tournées, bah, je les accompagnais pour chanter 2-3 morceaux, Ouais. c'est tout. Mais quand même, c'était mon petit emploi. Ouais. Et ça m'a permis d'abord de voyager, et aussi de faire la connaissance de beaucoup de gens, d'avoir un peu how do you say, exposure, D'exposition. devant un public Ouais, bien pour sûr, mieux me connaître. Mais la France, parce que dans tous les pays que vous aviez visité, c'est celui où vous aviez vraiment envie d'être, quoi, c'est ça? J'ai toujours adoré la France. Ouais. Toujours. Depuis mon enfance, même comme j'étais petite fille, je me rappelle, j'étais fascinée par tous les saints, parce que j'étais élevée catholique. Donc, tous les saints catholiques, tous les Ouais. saints français, Oui, j'ai adoré. oui. Mes saints préférés, c'était Jeanne d'Arc et Saint François d'Assise. Oui, oui. Et Saint-Christophe. Bah, Voilà. et donc, j'ai rêvé de ça. Saint-Christophe qui peut vous aider à retrouver vos clés si vous les avez perdues. Vous Ah savez oui, ça, oui, oui. Non, mais j'ai rêvé de venir ici et je crois que c'était le meilleure chose et choix que j'ai fait de ma vie. Alors aujourd'hui, vous êtes marié, votre 3e mariage avec un Français, Oui, mais vous vivez aux USA. maintenant, depuis 2 ans. Pour des raisons fiscales, parce que vous avez Oui. marre de travailler pour l'État. Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Donc, mais vous Tout êtes simplement. Oui. Non, pas tout simplement. Je voudrais aussi donner une opportunité à mon mari et mon fils de découvrir et de connaître
l'autre partie de la culture de mon fils. Et aussi, je voudrais me rapprocher à mes parents. Donc, et depuis qu'on est là, j'ai perdu mon beau-père, avec qui j'étais si proche. Donc, on va rester maintenant, je crois que les impôts vont se baisser. Il paraît, oui. C'est ce que dit Chirac, mais enfin, vous savez, il faut se méfier de ce qu'il raconte quand même. Oui, je crois qu'on va être obligé en France de baisser les impôts. Et dès que ça s'est fait, je reviens. Ah d'accord, vous allez revenir alors. Ah oui, j'ai toujours ma maison ici. Non, c'est vrai, vous avez l'esprit assez français, vous dites, j'ai pas cet esprit de compétition qu'ont les Américains. Vous êtes beaucoup plus cool, vous n'avez pas le côté rat race, quoi. Non, c'est pas mon esprit. Oui. Moi, je me sens française, je me sens européen dans mes goûts, ma façon d'être. Je n'aime pas ce côté compétitif. Ouais. Je n'aime pas dans le métier, dans le show business, tout ce côté de marketing, de faire un marché, de vendre l'art comme un produit, comme du savon. C'est pas ça. Mais en France, ça arrive, ça, quand même, vous savez. Je sais, ça commence malheureusement. Maintenant. Vous savez que maintenant, Verve appartient à Universal, oui, vous savez. Oui, ça, je sais. Non, je sais. Ouais. Donc, mais je crois que moi, je fais partie des artistes qui luttent quand même pour que l'art reste de l'art. Donc, moi, je lutte pour que le jazz traditionnel reste quand même traditionnel, qu'on ne perde pas cette histoire. Parce que c'est la seule chose qu'on a créée aux États-Unis. C'est le jazz. C'est le jazz. Alors, quand vous étiez petite, vous viviez tellement dans le jazz que vous pensiez que le jazz était une musique universelle. Et quand vous êtes devenu adulte, vous êtes aperçu que le jazz était minoritaire, finalement. C'est très, très minoritaire. Très minoritaire. Et aujourd'hui, vous pensez quoi de l'état du jazz? Le jazz est toujours plus respecté en Europe qu'aux États-Unis. Malheureusement, je peux dire maintenant, pour du vrai, comme je revis là-bas, à nouveau. Je crois que le jazz est en punition à cause des maisons de disques. Oui. Parce que les maisons de disques ont décidé, fin des années 90, que ça n'intéressait pas assez de personnes. Donc, ils vont éliminer tous les départements de jazz pour tous les majeurs, tous les labels majeurs. Et ça va être les indépendants qui vont prendre le relais. Interview, critiques et chroniques, images et reportages, revivez et revoyez le meilleur de la culture sous toutes ses coutures. On enchaîne enfin avec notre visite de l'expo Madame de Pompadour et les Arts au château de Versailles jusqu'au 19 mai. Une rétro qui nous dévoile la face cachée de la favorite de Louis XV, une maîtresse femme qui a régné sur les arts autant que sur le roi. Mais pour Yves Bélanger, Sévis et Versailles, Magnéto. Versailles côté cour, ce sont les dorures, la vie et le faste des appartements royaux. Côté jardin, place aux frasques et aux affaires de cœur, avec les appartements des maîtresses. C'est ici que Louis XV installe sa nouvelle passion, Jeanne-Antoinette Poisson. À 24 ans, elle devient la marquise de Pompadour. Vous reconnaissez l'escalier intérieur que Louis XV empruntait régulièrement pour aller chez Madame de Pompadour. Et nous rentrons dans l'appartement. Un peu d'air pur, la vue sur le parterre du Nord et le bassin de Neptune tout au fond. Voilà, la vue qu'avait Madame de Pompadour de sa fenêtre. Et c'était une femme très instruite et très cultivée, c'est ça qui plaisait au roi. Elle n'avait pas des quartiers de noblesse, mais elle connaissait la musique, elle connaissait le théâtre, elle connaissait la littérature, et elle a su distraire et occuper le roi intellectuellement. La marquise s'impose donc à Versailles, elle est la maîtresse déclarée du roi, on la présente même officiellement à la reine. À son tour, elle fait l'objet d'une cour, on se presse pour assister à sa toilette publique dans sa chambre. Madame de Pompadour est la véritable reine de Versailles parce qu'on peut dire que Louis XV l'a élue pour compagne, c'est sa compagne d'élection et elle vit avec lui, c'est elle qui dirige les plaisirs de la cour, Louis XV lui a donné cette possibilité et puis Madame de Pompadour est en même temps sa confidente, sa conseillère et elle vit conjugalement avec lui. La maîtresse royale tisse sa toile dans la jungle de Versailles. Pour émoustiller Louis XV, elle commande de belles Vénus à François Boucher. La favorite cultive ses goûts pour la peinture, les arts décoratifs. Elle encourage la création et sait aussi très bien mettre en scène son image, comme celle du roi. Elle a ce rapport extrêmement original pour son temps, de concevoir parfois les tableaux comme des moyens de propagande. Elle cherche
à apparaître en tant que protectrice des arts. Et si elle protège les arts, c'est pour elle un moyen de faire rayonner le règne de Louis XV et de montrer qu'en période de paix, les arts peuvent se développer et que par conséquent, comme Louis XV a apporté la paix à la France, du coup c'est une période de faste et de richesse. Pour survivre au piège de Versailles, la marquise soigne sa communication, elle affiche son sentiment religieux, et lorsqu'elle ne partage plus la couche royale, elle fait savoir qu'elle est toujours l'amie de cœur du roi. Un nouveau statut donc, une nouvelle statue. Le visage est très typé, avec ses yeux légèrement globuleux, le menton un peu lourd, et répond effectivement aux traits physiques de la marquise. Et on a immédiatement dit que donc cette figuration de la marquise était une incarnation de l'amitié, et que le rôle de Madame de Pompadour avait évolué au sein de la cour de Versailles. La favorite est donc devenue l'amie fidèle, le roi se rend toujours à ses soupers galants dans ses résidences, comme l'hôtel d'Évreux, devenu depuis le palais de l'Élysée. Madame de Pompadour a été la maîtresse du roi, enfin la conseillère ou l'amie pendant 20 ans, et c'est véritablement un tour de force. Il y a très peu de cas dans l'histoire de la France où une maîtresse ait été en place aussi longtemps. Et peu de maîtresses ont joué un rôle aussi important que le sien. Merci Yves Bélanger. C'est beau, hein, cette époque, c'est magnifique. Hein, c'est... L'exposition est formidable. Ouais. Bon, je ne vais pas en parler parce qu'on a vu des images, et puis parce qu'après tout, il vaut mieux conseiller aux gens d'aller la voir. Bah oui. Mais plutôt parler d'elle, de Madame de Pompadour, justement à travers le livre que vient de sortir Evelyne Levert. Evelyne Levert, le livre qui s'appelle de Madame de Pompadour. Bien sûr, l'expo est au château de Versailles. Et le livre est très intéressant. Evelyne Levert explore un peu, analyse d'une façon assez subtile l'intelligence. Elle explique bien que c'est une intelligence, c'est pas une intelligence très profonde. C'est plus une intelligence de l'intrigue qu'une intelligence... Intelligence de la vie. Une intelligence de la vie, du comportement, d'une intelligence d'attitude, intelligence sociale très très forte, intelligence des gens, des hommes aussi, profonde. Qu'elle connaissait bien. Psychologie. Une intelligence politique qui n'était pas absolument évidente, ce qui n'empêchait pas Madame Pompadour, on verra pourquoi, de s'occuper d'absolument tout. J'aurais bien aimé avoir du temps pour lire quelques extraits. Elle faisait absolument tout. Elle faisait absolument tout, disent les mémorialistes. Et là, je cite quand même un passage que je trouve extrêmement édifiant à cet égard. Elle tranche, elle décide, elle regarde les ministres comme les siens, fulmine d'Argenson. Le matin, elle reçoit toujours à sa toilette les personnages les plus importants de l'État, les ambassadeurs, les princes, les quantités de courtisans. Elle s'entretient avec les représentants des puissances étrangères. On n'hésitait pas à comparer son pouvoir à celui d'un premier ministre. Elle a une qualité qui la rend très propre aux grandes affaires, c'est d'être d'un secret impénétrable. Et ce sont ces qualités-là qui, peu à peu, lui ont permis, face à un roi très démissionnaire, très paresseux, très mélancolique, très dépressif, qui n'aimait pas profondément la politique, qui préférait la guerre et qui préférait les plaisirs. C'est ça qui lui a permis de s'imposer à tous les niveaux de la politique, notamment la politique, surtout à la fin de sa vie, la politique étrangère, le combat contre, contre les parlements, les nominations, toutes les nominations passées par elle, etc. Bien, le plus intéressant dans le livre d'Evelyne Levert, j'ai trouvé, et c'est l'analyse de la relation très particulière qu'elle avait avec le roi Louis XV. Et ça, c'est très intéressant et c'est extrêmement touchant, car il s'agissait d'abord d'un amour extrêmement authentique et très très fort, qui a dépassé les joies sexuelles. Mais totalement. C'était beaucoup plus de la tendresse que de la sensualité. C'est vrai qu'elle était très habile à provoquer, elle l'explique très bien, c'est très habile à provoquer le désir du roi, mais c'était pas une affaire au lit. Non, pas du tout. C'est encore plus fort, alors. Mais oui, alors de temps en temps, elle prenait quelques aphrodisiaques ici et là, mais elle n'aimait pas ça profondément, et le roi s'est lassé d'elle relativement tôt. Mais vous m'avez dit pendant la pub qu'elle régnait sur le lit du roi, c'est qu'elle organisait les plaisirs. C'est ça, elle contrôlait, après 6 ou 7 ans d'amour assez tendre quand même, et voluptueux, bien que ce ne fut pas une voluptueuse, elle a très bien compris qu'elle ne retiendrait pas le roi par ses charmes et qu'il fallait qu'elle trouve des substituts pour le roi qui était très demandeur. Et c'est ainsi qu'elle a contrôlé à la fin de sa vie, dans les 10 dernières années de sa vie, elle contrôlait les maîtresses du roi. Parfois, elle s'acoquinait avec les valets pour qu'ils fournissent de la chair fraîche au roi.
roi, et tout ça. Comme a dit Mel Brooks, it's very good to be the king. Je crois que Mel Brooks a tout dit à ce sujet-là. Tout ça était... Grand historien, Mel Brooks. Il s'agissait d'une chaude tendresse, dit Evelyne Levert, je crois que c'était ça, et d'un amour qui peu à peu s'est transformé en une relation très complexe, très profonde, très forte, au-delà de l'amitié, et de telle sorte qu'elle est devenue une absolue nécessité pour le roi. Elle était l'amie nécessaire. Elle était à la fois l'amante, l'amie, la mère, la sœur, la conseillère, la confidente. Il la consultait sur tout sujet. Il ne pouvait pas se passer d'elle. On va parler avec Monsieur Jean-Pierre de Monsieur Guitry. Voilà, parlons du livre de Jean-Pierre. Oui, c'est à la fois une biographie, une déclaration d'amour, une plaidoirie, une lettre ouverte. Hein, pour Guitry. C'est vrai que vous l'adorez, quoi. Enfin, quand on dit je vous aime bien, c'est plus vous l'idolâtrez. Pourquoi je vous aime bien? Parce que je vous aime, c'était un peu restrictif, restrictif. Non, je vous aime, Monsieur Guitry, ça me semblait un peu excessif, mais enfin, je vous aime bien. Quand on lit, on aime bien quelqu'un, c'est bien, non? Ah, je préfère. C'est plus que ça. Je vous aime. Oui, bien sûr. Mais dire à un homme je vous aime, ça me gênait. Ouais, mais enfin, il est mort, et puis c'est Guitry. C'est je vous adore, finalement. Non, c'est un livre d'adoration. Moi, je l'ai lu comme un livre d'adoration. Oui, c'est vrai. Vous brouillez vraiment toute chose que vous lui reprochez. Enfin, il y a pas le début de commencement de... D'abord, c'est un grand auteur, ensuite il a été un cinéaste, et ensuite il a été tout de même un poète. Il y a un peu de tout chez Guitry, il y a un acteur aussi, donc oui, je suis attendri par Guitry. Mais je l'ai rencontré en 48, c'est peut-être pour ça. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un jeune, il vous marque. J'ai rencontré deux hommes qui m'ont marqué, c'est Jouvet et Guitry. Jouvet, je n'ai pas pu malheureusement jouer près de lui parce que je suis rentré au Français, mais j'avais passé une audition très, très longue, il m'a reçu pendant 1 heure avec 3 scènes. T'as pas autre chose, mon petit bonhomme, t'as pas autre chose? C'est drôle, c'est que Guitry détestait Jouvet. Oui, c'est drôle, oui c'est drôle. Oui, il a eu tort. Et Guitry, votre première rencontre alors? Ma première rencontre, c'était au moment où je venais de faire mes débuts officiels au Français dans le Barbier, et j'entends une voix qui me dit bon, et je me dis quel est l'imbécile qui me fait une blague, quoi. C'était vraiment lui au téléphone. Je suis arrivé tout de suite ventre à terre, et j'étais dans le bout du studio, lui dans l'autre bout. Venez jusqu'à moi, etc. C'est tout à fait ça, etc. Et il m'a expliqué ce que j'aurais à faire. J'étais tellement intimidé, tellement idiot que je lui ai dit mais maître, je n'ai pas le costume. Alors il m'a regardé d'un air absolument ahuri. Quel est l'imbécile que j'ai devant moi? Nous tournons dans 3 semaines. Il m'avait expliqué tout le plan, Or, il avait besoin uniquement d'une chose, c'était la tirade de la calomnie dont Figaro ne s'occupe pas, c'est Basile. Mais enfin bon, il y avait une entrée en scène, ça a été coupé au montage, mais il avait la tirade de la calomnie. C'est comme ça que je l'ai rencontré, mais ça a été fascinant parce que pendant 2 jours, j'ai tourné près de lui et je regardais cet homme qui racontait des histoires, il interrompait le tournage, alors que ça coûte très cher tout de même, mais surtout à cette époque-là. Et c'était une de ses premières manifestations parce qu'il avait voulu jouer la pièce Le Diable boiteux, il avait été interdit parce que le théâtre avait une censure à ce moment-là et pas le cinéma. Donc il avait pu tourner le film, mais imaginez, après coup, bien entendu, que cet homme venait de passer 3 années très difficiles, d'une cruauté abominable. D'abord, l'emprisonnement, 2 jours avant la libération, il est arrêté, puis ensuite 60 jours de prison, puis ensuite toute la profession qui s'est retournée contre lui. Donc il venait de passer vraiment par un couloir extrêmement étroit. Jamais à aucune seconde, vous aviez le sentiment d'une rancœur quelconque. Il l'a exprimé dans des livres, mais pas dans le comportement. 4 ans d'occupation. C'était d'une grande élégance. Alors, bon, et puis son langage aussi était... D'abord, son langage était extrêmement fleuri, même dans un studio de cinéma. Il dit, est-ce que vous pourriez par hasard déplacer ce meuble Louis XV qui ne me semble pas convenir totalement dans l'harmonie même du décor? C'est un langage... il parlait comme ça. Oui, complètement. Il n'entendait pas ça dans un studio de cinéma. Il y a une histoire merveilleuse. François Gire a été son assistant. Il avait froid. Enfin bon, il était très, très, très malade déjà à cette époque-là. Donc il faisait un froid de canard. Il dit à Gire, écoutez Gire, je vous en supplie François, il fait un froid horrible. Ça fait 10 fois que je demande qu'on ferme la porte du studio. Voulez-vous y veiller, je vous prie? Gire va trouver le chef de plateau, on attend. Dites donc les connards, vous pourriez pas faire attention un petit peu, bon. Et il se penche vers Gire, il ne dit pas mon texte. Voilà, le best-of de RDRG, c'est fini. Chers amis, chers ennemis, bon week-end. Et à lundi 18h50 pour un nouveau numéro du seul JT de la culture Pomme-Cul. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.